Samedi 3 mai 2025, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue dans Garkwa Info Midi. Alkamatou Maman Bachir à la présentation. Au sommaire de cette édition, les professionnels des médias célèbrent ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous ferons un cap sur les conditions de travail des journalistes. L'entrepreneuriat féminin est en plein essor à Maradi. Du journalisme à l'enseignement en passant par l'entrepreneuriat, le parcours de Asma Tijani, promotrice de Asti Deco, est impressionnant. Le reportage dans ce journal. Actualité internationale, les criquets pèlerins menacent l'Afrique du Nord. Les détails dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans le titre, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque année le 3 mai à l'initiative de l'UNESCO. Elle vise à promouvoir une presse libre, indépendante et pluraliste et à sensibiliser les autorités et les citoyens sur les enjeux liés à la liberté d'expression et au droit à l'information. Le Niger occupe le 83e rang mondial au classement de 2025 de Reporters sans frontières. Le pays perd 3 places par rapport à 2024 et est classé en zone orange, c'est-à-dire la zone des pays où la situation de la presse est problématique. Les journalistes travaillent dans un environnement marqué par un contexte sécuritaire dégradant et surtout un environnement économique délétère comme dans bon nombre de pays. Une situation qui fait souffrir les organes de presse, notamment privés. Les détails avec Suleiman Omar Bra, fondateur du site Niger Tech et secrétaire exécutif de l'association nigérienne pour l'éducation aux médias et au numérique ANEM Niger. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces classements. Dans le contexte actuel des pays du Sahel, avec la lutte contre le terrorisme, qui s'ajoute aussi à la guerre informationnelle, cela ne facilite pas aussi le travail des journalistes et surtout le respect aussi des droits humains, puisque les journalistes sont appelés aussi à aller sur le terrain et il y a des difficultés qui font en sorte que le fait d'aller sur le terrain cause beaucoup de problèmes aux journalistes. Il y a aussi des textes dans ce genre de contexte qui sont aussi adoptés par les autorités et ces textes ne favorisent pas l'exercice de la profession du journalisme. En ce qui concerne notre pays, je crois que la grande difficulté aujourd'hui en termes de textes, c'est la loi révisée portant répression de la cybercriminalité. Et cette loi qui a été renforcée, il faut le dire, n'arrange pas ou n'avantage pas les journalistes dans l'exercice de leur fonction. Qu'il y a un facteur non moins important, c'est par rapport surtout à la situation économique des médias. Je crois que Reporters sans frontières a fait cas de ces facteurs importants. Aujourd'hui, les médias font face vraiment à des difficultés économiques. Et je crois que pour le cas du Niger, depuis pratiquement 2018, c'est un rappel où nos entreprises de presse faisaient déjà face à certaines difficultés avec la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, depuis les événements du 26 juillet 2023, il faut le dire, la presse, surtout privée, fait face à beaucoup de soucis. Elle fait face à beaucoup de difficultés puisque certaines entreprises de presse n'arrivent même pas vraiment à se prendre convenablement en charge. Donc les conditions de vie et de travail des acteurs des médias restent toujours à désirer et il y a nécessité d'aller vers l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces entreprises de presse. À Maradi, la situation est loin d'être réjouissante. Les médias vivent des moments difficiles. Ici aussi, les facteurs économiques pèsent lourd sur leur fonctionnement. Un contexte inquiétant pour la survie du journalisme local. Quelles sont les raisons qui ont entraîné ces moments et comment y remédier? Écoutons ces reportages de Chamouna Issa Moussa. Ibrahim Inazum, journaliste et directeur de la radio privée Nagarta, déplore cette dégradation. Les médias sont devenus plus des sources des problèmes que des entreprises au service du développement d'un pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les médias ont perdu tout ce qu'ils avaient comme monopole. Publicité, l'État ne veut pas donner. Les partenaires aussi hésitent
Tu vas voir un partenaire, c'est qu'il peut payer peut-être un reportage à 200 000, il va dire non, est-ce que c'est pas 20 000 que je vais donner? Et ça, c'est dans ce contexte-là, dans cette situation-là que le Covid était venu. Après le Covid, il y a eu tout ce qui s'ensuit, le renversement du régime, l'arrivée de Trump, la guerre de l'Ukraine qui a amené beaucoup de donateurs à un peu éliminer leur dette, leur apport ou bien leur participation au niveau de l'Afrique. Cela a amené des difficultés et les difficultés se sont répercutées au niveau des médias, notamment privés. Le constat est partagé par El Kaouji Mohamed Laouli, journaliste du journal en ligne Le Souffle. Et au niveau de la presse en ligne, c'est la même situation de précarité. Souvent, on n'est pas en ligne parce qu'effectivement, on n'a pas de méga pour le faire. Donc, voyez-vous, pour une presse en ligne, c'est purement même désagréable parce que si vous n'êtes pas en ligne, ça veut dire que vous n'existez même pas. Bon, bref, pour dire réellement que la situation, il faut l'appeler aussi par son nom, elle est catastrophique. Mais au-delà des difficultés financières, c'est aussi la confiance entre les journalistes et les promoteurs qui s'effrite, comme l'explique à nouveau Ibrahim Inazoum. Le promoteur, l'essentiel pour lui, c'est que la radio fonctionne. Et malheureusement, les agents même se sont trompés parce qu'ils ne se sont pas pris pour des employés. Ils se sont pris pour des parties prenantes dans l'entreprise. Et ça, c'est le monde à l'envers. Et on est rentré dans cette dynamique et les promoteurs ont compris. Et de là, l'État aussi n'est pas regardant. Parce qu'on n'est plus une menace, parce que de toute façon, on n'est pas dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, tu sais qu'un journaliste, pour rien du tout, tu peux lui faire changer son information. Dans les domaines du média, les promoteurs, comme ils savent qu'ils n'ont pas de charges, c'est pas leur problème. Et ils gagnent leur vie. Les promoteurs, c'est pas leur problème. C'est pas quelqu'un, il se soucie pas du salaire. De toute façon, c'est pas son problème. Et le journaliste aussi ne fait pas de ça son exigence. Lui, ce qui l'intéresse, c'est partir à l'interview, prendre les 5 000 ou bien comment on appelle les frais gratification. Lui, pour lui, le compte est bon. Alors que réellement, tu n'as pas besoin de gratification. Ton salaire doit te suffire. Pourquoi tu vas dire que gratification, tu es devenu comme un mendiant? Face à cette situation alarmante, El Kaouji Mohamed Laouli dit que des dispositions sont en train d'être prises par les syndicats des médias. Alors comment sortir de cette impasse-là? Récemment, il y a des associations de médias, notamment Cap Média Sahel, la nouvelle association, qui a fait un brainstorming, qui a déjà fait une évaluation de toutes les difficultés que la presse privée en particulier fait face actuellement. Elle a fait des recommandations et des propositions qu'elle a formulées sous forme d'un document et qu'elle a remis au ministre de la Communication. On espère que du côté de l'État, peut-être que ça va bouger parce que pour l'instant, il faut bien le dire, il n'y a pas d'autre solution. C'est l'État seulement qui peut aider la presse à tenir la tête hors de l'eau parce que tous les autres partenaires traditionnels ou des autres partenaires privés, des radios privées, ne sont plus opérationnels, il n'y a plus de projet. On est dans une situation où effectivement on risque de fermer et tout ce que vous voyez d'ailleurs actuellement en train de continuer à travailler, ils le font toujours à perte, mais ils le font parce qu'ils savent bien qu'ils sont d'une utilité sociale. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes privés à Maradi n'ont pas seulement célébré une valeur fondamentale de la démocratie. Ils ont surtout lancé un cri du cœur, celui d'un métier en souffrance, mais toujours porteur d'espoir pour une société plus informée, plus libre et plus responsable. Suite de cette édition, l'entrepreneuriat féminin gagne de plus en plus du terrain. À Maradi, très peu sont les femmes qui associent vie conjugale, carrière professionnelle et entrepreneuriat. C'est le cas de Madame Souleymane Asma Tidjani, une mère de 4 enfants, formatrice au collège d'enseignement technique CET Maradi 2 et propriétaire de la boutique Asti Deco. Une femme au parcours formidable dont Issouf Sarah nous fait le portrait. Suivez plutôt.
De son vrai nom Asma Tijani, Madame Suleiman Simon a eu un parcours scolaire brillant jusqu'à l'obtention de son diplôme et poursuit un parcours professionnel très prometteur. Donc, après le cycle secondaire, j'ai fait le concours de l'IFTEC à l'époque, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, où je suis sortie nantie d'une licence en journalisme, spécialité radio-télé. J'ai soutenu ma licence en 2009. Je suis la promotrice de l'entreprise Astideco. Je suis également formatrice au niveau Centre d'enseignement technique et de la formation professionnelle, CET Maradi 2. Entre rêves et passion, défis et difficultés quotidiens, Madame Suleiman Asma Tijani a réussi à joindre les deux bouts du fil en associant sa carrière d'enseignante à celle de créatrice de boutiques de décoration. Le journalisme était ma vocation. Le journalisme était vraiment une passion pour moi. Comment joindre l'entrepreneuriat au journalisme? Donc j'ai réfléchi et j'ai décidé de chercher un contrat au niveau de l'enseignement. Et c'est ce contrat au niveau de l'enseignement qui m'a permis de matérialiser mon rêve de devenir entrepreneur. Parce que l'enseignement me permettait d'avoir du temps pour mon entreprise. C'était ma passion que j'ai transformée en business. Et j'ai commencé avant de me formaliser chez moi, où je commençais avec les rideaux. Donc je prenais les commandes des gens, je partais acheter maintenant et revendre aux dames à mon tour. C'est au vu de l'engouement que cela suscitait autour de moi que je m'étais dit, pourquoi ne pas moi-même créer mon propre business? Ça me permettra vraiment de gagner mieux ma vie. J'ai aussi joint les autres articles de décoration en dehors du rideau. Je commençais à revendre les vases, les tableaux, les pendules. Comme dit-on, la réussite est au bout du travail. Cette brave femme a démontré la véracité de ce dicton car elle n'a pas usé des grands moyens financiers pour la construction de sa propre entreprise. Et aujourd'hui, son succès est devenu une source d'inspiration pour beaucoup de femmes, en particulier celles de la ville de Maradi. Le business plan, pour un début, c'est des choses dont on ignorait vraiment l'importance. On s'est jeté comme ça à l'eau. C'est avec le temps que nous avons pourri un business plan. J'ai pas démarré avec grand chose et Dieu merci, je suis en train de faire mon petit bout de chemin. Commencez avec ce que vous avez et ne minimisez pas ce que vous avez. Et j'ai inauguré ma boutique le 4 février 2023. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes en 2025. La micro-entreprise Astideco avait soufflé ses 2 bougies le 4 février dernier. Malgré cette réussite, les problèmes quotidiens n'ont jamais manqué. Mais grâce à son courage et à son dévouement, elle réussit à vivre avec en fonction des circonstances qui s'imposent. Ce qui m'a manqué dans ma vie professionnelle, c'est d'avoir assez de temps pour moi-même et pour ma famille. Pour qui connaît Astideco en 2023, aujourd'hui, Masha'Allah, le progrès, il est réel. La première difficulté que nous rencontrons, c'est les tracasseries qui sont liées à la douane, les impôts, les taxes et tout ce qui s'ensuit. Tu te lances, c'est les impôts qui te harcèlent. Et il y a également la réticence de la population nigérienne à vouloir consommer du local. L'histoire et le parcours de Asma Tijani nous laissent dire qu'il est possible aux femmes de lier vie conjugale, carrière professionnelle et entrepreneuriat. L'allègement des charges fiscales par l'État pourrait aider nombreuses d'entre elles à être des modèles dans une société où l'autonomisation semble être la solution à la lutte contre le chômage. Actualité internationale alerte sur la présence des criquets pèlerins en Afrique du Nord. Depuis quelques semaines, des essaim de criquets commencent à arriver des zones sahéliennes, favorisées par les conditions météo. La Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont déjà commencé à pulvériser des milliers d'hectares avec des pesticides pour protéger les récoltes. Moussafa Menesara. Été détectés dans le nord du Sahel en décembre dernier et tout au long des mois de février et de mars, ils sont remontés avec le vent du désert jusqu'au Maghreb. Depuis, ils continuent à se développer selon le dernier bulletin de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation qui coordonne la lutte contre les criquets pèlerins dans la zone. Aujourd'hui, des petits essaims sont présents dans de nombreuses régions du centre de l'Algérie jusqu'en Tunisie et la Libye. Des groupes sont également observés au Maroc, au nord
nord du Tchad et du Niger. Le criquet pèlerin ne cause pas de problème lorsqu'il vit en solitaire, mais si les conditions sont bonnes, il se reproduit alors en grand nombre et change de comportement et forme des essaim capables de ravager les cultures. Selon la FAO, un seul kilomètre carré d'essaim peut contenir jusqu'à 80 millions d'adultes qui consomment en une journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. Dans le Maghreb, la situation n'est pas encore hors du contrôle, expliquent les experts, mais l'alerte est lancée. Il est nécessaire de mieux surveiller et traiter les zones infestées pour éviter une invasion dans les mois prochains. Messieurs, dames, c'est ici que prend fin cette édition d'information de la mi-journée. Journal réalisé par Moussafa Menesara, présenté par Al-Kamatou Momo Bachir, assisté par Essouf Sara. Merci de l'avoir suivi et à 12h30, vous serez avec la section Hausa.